Salutations héros, moi c'est Erici, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une autre histoire fabuleuse vous attend, mais afin de bien la comprendre, je vous invite à la reprendre depuis le tout début. Une fois cette quête achevée, installez-vous confortablement, car je vais vous conter toute l'histoire de Fable 2. Notre histoire prend place dans le merveilleux pays d'Albion, environ 500 ans après la victoire du héros Dogval contre le terrible Jack of Blades. Depuis, le monde a bien évolué. La guilde des héros, après avoir prospéré des décennies, fut finalement détruite par une foule de villageois anti-héros très en colère venus de Bowerstone. Ils estimaient que depuis la chute de Jack, le monde n'avait plus besoin des héros, mais plutôt de nouvelles technologies. À qui devons-nous notre prospérité ? Aux héros ? Non, aux ingénieurs, aux médecins, aux inventeurs et aux philosophes naturalistes. Ces gens nous ont apporté des villes plus grandes et plus sûres, des récoltes abondantes, une eau plus pure et des vies plus longues et plus riches. Le peuple n'a besoin de personne pour régler ses problèmes. La guilde des héros n'a plus lieu d'exister en Albion. Notre message sera entendu par la force s'il le faut. Les héros, surpris de l'attaque et démunis face aux nouvelles armes dont les villageois étaient équipés, choisirent de ne pas se défendre. Après tout, ils avaient juré de protéger ces gens et ne dérogèrent pas à leurs promesses. Les héros survivants s'enfuirent dans les bois et la guilde cessa d'exister. Au fil du temps, ce qui restait de la guilde s'enfonça dans le sol et fut enseveli sous ce qui allait devenir le joli lac de Bower. La caverne de la guilde resta intacte et inoccupée, bien que quelques explorateurs tentassent de percer ses secrets sans jamais y parvenir. Ainsi, le progrès transforma Albion et les héros devinrent des légendes. Les pittoresques villages s'agrandirent, devenant pour la plupart des villes mondaines où le commerce et le progrès s'attellent dans les rues. Les lames disparaissent au profit de la poudre et du feu. D'immenses bâtisses sont construites, tel le château de Fairfax qui domine la ville de Bowerstone. Et c'est au cœur de cette somptueuse demeure que notre histoire commence. Le château de Fairfax fut construit sur les ruines du manoir de Bowerstone qui se situait dans les quartiers nord de la ville. À vrai dire, son fondateur n'est autre que Léon Head, plus grand alchimiste d'Albion, qui s'enferma dans le château durant plusieurs années, apparemment pour travailler sur la concoction d'une nouvelle potion extraordinaire. Pendant longtemps, l'alchimiste légendaire ne donna signe de vie, de sorte que quand des gardes vinrent pour lui réclamer sa dîme annuelle, tout ce qu'ils trouvèrent n'était qu'une vieille femme décédée. Étrange. La propriété du château fut ensuite transmise à une figure mystérieuse connue sous l'unique nom de comte. Pendant son séjour dans le château, de nombreuses personnes disparurent sans laisser de traces et des rumeurs circulèrent concernant des rituels obscurs et impies pratiqués en son sein. Sous l'influence du comte, une atmosphère austère régnait sur la ville de Bowerstone dans laquelle il ne faisait pas vraiment bon vivre. On ne sait pas réellement comment son règne s'acheva, mais ce qui est certain en revanche est que son passage marqua le château à jamais, le laissant comme maudit, porteur d'une malédiction qui, vous allez le voir, fera des ravages jusqu'à affecter l'avenir du pays tout entier. Le château fut ensuite acheté par la très fortunée famille Fairfax, dont la gentillesse et la noblesse inaugurèrent une ère de prospérité pour Bowerstone. Malgré leur bienveillance, la famille Fairfax ne fut pas épargnée et bien des malheurs eurent lieu sur plusieurs générations, causant leur lot de peine et de souffrances. Tout d'abord, Lady Ingrid Fairfax. Supposément folle, elle aurait été enfermée au grenier par sa famille, qui pensait que la solitude la libérerait de sa démence. Pas de lumière pour elle, mais que l'obscurité. Elle n'y trouva que la mort. Bien sûr, la famille Fairfax nia cette version, affirmant qu'elle était morte en donnant naissance au père de Lucien Fairfax. Lucien. Retenez bien ce nom car il s'agira d'un personnage d'importance dans notre histoire. Ensuite, c'est la sœur de Lucien, Ellie, qui mourut, possiblement assassinée, mais ce ne sont que des spéculations, alors qu'il était encore très jeune. Le père de Lucien ne se remit jamais de la mort de sa fille. Concernant ce dernier,
Ce drame le laissa avec un profond sentiment d'impuissance et ne fit que renforcer sa détermination à faire de la ville de Bowerstone un modèle d'espoir pour le monde. À l'âge adulte, lorsqu'il devint maire de la ville, Lucien Fairfax apporta la paix et la prospérité aux habitants de Bowerstone. Il trouva lui-même le bonheur auprès de sa femme Helena et de leur fille Amelia. Malheureusement, une terrible tragédie frappa de nouveau la famille Fairfax lorsque la maladie les emporta toutes les deux. Cet événement plongea Lucien dans une profonde dépression. Il se retira de la scène publique pour faire son deuil. Mais l'infatigable philanthrope avait une idée derrière la tête pour rendre meilleur ce monde trop cruel. Et les habitants d'Albion ne manqueraient pas d'admirer très bientôt le résultat de son œuvre. C'est alors, lors d'une journée d'hiver glacée dans les vieux quartiers de Bowerstone, que nous faisons notre entrée. Incarnant un jeune enfant pauvre et orphelin, accompagné de notre grande sœur Rose, nous tentons tant bien que mal de nous réchauffer auprès d'un brasero tout en admirant le château de Fairfax. La vue d'une bâtisse aussi luxueuse fait rêver Petit Moineau et sa sœur de festins, de richesses et d'un lit bien chaud et confortable où passer la nuit en toute sécurité. Mais ces rêveries enfantines sont bien vite interrompues par un bruit de foule interloqué. Nous nous rendons alors sur place pour voir ce qu'il se passe et tombons sur un marchand loufoque, Murgot, qui fait son petit spectacle en prônant vendre des objets magiques appartenant à l'ancien royaume, comme cette boîte à musique. Tournez 3 fois la manivelle et un vœu vous sera alors accordé. Notre sœur, Rose, ne croit pas un mot de ces balivernes et stipule que la magie, ça n'existe pas. C'est alors qu'une figure discrète, encapuchonnée, qui nous est étrangement familière, se tourne vers nous. Je vous assure que cette boîte à musique ne vaut rien. C'est ce que pense le marchand. Il ignore ce qu'il a en sa possession. Mais tu t'en doutes, n'est-ce pas? Une partie de toi veut croire en sa magie. Quoi? Vous pensez que c'est possible? Avec 5 pièces d'or, tu aurais ta réponse. Avec 5 pièces d'or, on mangerait une semaine. Écoute-moi, Rose. À la fin de la semaine, toi et Moineau ne serez pas plus proches de votre rêve, ni de l'intérieur de ce beau château. Après avoir récupéré les 5 pièces d'or en accomplissant diverses tâches comme poser pour un photographe, sauver un chien errant ou encore débarrasser un entrepôt de scarabées, les deux jeunes orphelins achètent la boîte puis se mettent à l'écart afin de l'utiliser. Je souhaite... Mais où elle est passée? Rose avait fait le vœu de pouvoir vivre dans un beau château, mais rien ne se produisit ce soir-là et la boîte à musique disparut. Dépités, les enfants allèrent se coucher dans leur taudis où les avait rejoints un nouvel ami. Petit Moineau fut réveillé au beau milieu de la nuit par les aboiements du chien. Un garde de Bowerstone était là. Le maire de la ville et maître du château, Lucien Fairfax, souhaitait nous rencontrer. Était-ce la réalisation du vœu de Rose? Allions-nous enfin pouvoir passer une nuit au chaud? Dans tous les cas, cette rencontre semblait être liée à la Providence. Une fois dans le château de Fairfax, le concierge Jeeves nous escorta jusqu'à la salle de travail où se trouvait le seigneur Lucien. En parcourant ce long couloir, nous croisons un étrange personnage qui semble blessé, marchant avec difficulté. Jeeves le salua en l'appelant Maître Gart, mais ce dernier ne répondit point. Arrivés à l'autre bout du couloir, nous rencontrons enfin le fameux Lucien Fairfax. Les enfants, on m'a dit que vous aviez une sorte de boîte magique. Puis-je la voir? Elle a disparu, monseigneur. On l'a remontée et on a fait un vœu, puis elle s'est mise à briller avant de disparaître. Après l'avoir utilisée? Oui, monseigneur. Le marchand nous a dit qu'elle était magique. La boîte ne m'intéresse pas. Ce qui est étonnant, c'est que vous ayez pu l'utiliser. Quel était votre vœu? Allons, parlez.
Qu'avez-vous souhaité? Habiter dans un château, comme celui-ci. Ça peut peut-être s'arranger. J'essaie de reconstruire, disons, une chose merveilleuse pour laquelle j'ai besoin de personnes au talent particulier. Voyons si vous pouvez convenir. Peux-tu te mettre dans le cercle, je te prie? Ça ne fera pas mal, promis. C'est quoi? Tout va bien se passer. C'est vrai, votre sang. Vous êtes des héros. Des héros? Comme dans les vieilles histoires? Qu'êtes-vous? Mais il y a quelque Monseigneur, chose ici. qu'est-ce que c'est? Il y a... C'est quoi cette lumière? Silence! Vous êtes des héros, mais pas l'un des trois. L'un de vous est le quatrième. Qu'est-ce qui se passe? Je ne voulais pas ça. Mais rien ne doit contrecarrer mes plans. Non! Attendez! Non! Je ne peux pas vous laisser vivre. Je suis désolé. Ce n'est pas aujourd'hui que ta dernière heure devait sonner, Moineau. Lucien avait tué Rose, et nous aussi. Enfin, pas totalement. Il disparut du château de Fairfax. La femme aveugle encapuchonnée, Teresa, qui n'est autre que la sœur du légendaire héros d'Oval, nous recueillit dans un camp de gitans, loin de la ville, et prit soin de nos blessures. Puis, 10 hivers et 10 étés s'écoulèrent. Petit Moineau devint Moineau. Sa souffrance se transforma en force, sa peine en volonté. Une volonté de changer le monde et de venger la mort qui hantait constamment ses rêves. Le temps du repos était achevé. Il incombait désormais à Moineau de retrouver Lucien et d'affronter son destin. Enfin, c'est ce que lui dicta de faire Teresa. Elle l'appela héros, lui confia le sceau de la tombe du lac Bower et l'incita à y chercher une salle mythique, la salle du destin, salle dans laquelle le héros d'Oakvale avait vu son destin s'accomplir en y vainquant Jack of Blades et en récupérant l'épée des âges. Dans cet endroit, vestige de l'ancienne guilde des héros, nous y trouverions une très grande puissance. Sur ce point, Teresa n'avait pas tort. Une fois positionné sur le sceau placé en son centre, notre sang ancien, le sang de la lignée des archons, s'éveilla, décuplant notre force et nous permettant d'utiliser le pouvoir de la volonté. Ainsi, nous pûmes activer l'ancienne porte de culisse de la guilde et respirer de nouveau l'air frais de l'extérieur en nous téléportant sur la colline des héros. Après avoir rôti, électrocuté ou tué de quelque façon magique que ce soit une horde de scarabées innocents, notre prochaine étape était de retourner à Bowerstone. Teresa nous y attendait afin de nous révéler le fruit de ses visions. Elle possédait en effet de très puissants pouvoirs de divination et vraisemblablement le secret de l'immortalité. Après 10 ans d'absence, Moineau retourna à Bowerstone. La ville avait bien changé depuis son enfance passée dans les vieux quartiers. Dès son arrivée, il fut accueilli par un ménestrel qui lui présenta les curiosités de la ville. Tout semblait être une redécouverte pour Moineau. Ce dynamisme mercantile l'incita à faire quelques achats, puis il retrouva Teresa près d'une caravane.
C'est ici, tout proche de l'endroit où il avait failli perdre la vie, qu'elle lui dévoila les cartes de son destin. Le sort inéluctable du moineau était d'arrêter Lucien. Il était le 4e héros. Les 3 autres héros, le mage, le pèlerin et le voleur, étaient quant à eux destinés à accomplir un rituel. Un rituel qui permettrait d'invoquer une relique d'un ancien temps si puissante qu'elle mettrait fin à la folie de Lucien. Les cartes révélèrent également qu'à l'issue de sa quête, le 4e héros devra faire un choix, le plus grand des choix, celui qui déterminera le destin d'un être et celui du monde entier. Notre tâche était donc de trouver puis de rassembler les 3 héros avant que ne le fasse Lucien, car là-bas, loin, sortant des eaux, se dresse un vestige de l'ancien royaume d'une puissance incommensurable. Voilà pourquoi Lucien s'est retiré de la vie mondaine. Voilà où il se trouve actuellement. Voilà l'objet de sa convoitise, de tous ses efforts acharnés, de sa folie. La flèche brisée. Ah, la flèche. On raconte que la construction de la flèche fut ordonnée jadis par le dernier archon dans le but de canaliser toute la volonté, la magie du monde. Le pouvoir qu'elle aurait renfermé aurait été si grand que quiconque l'utilisant aurait pu façonner la réalité selon ses désirs. Le jour de son inauguration, Archon pénétra dans la flèche tandis que les sujets du royaume attendaient de découvrir quel serait son premier vœu. Lorsqu'il fut prononcé, une lumière jaillit du sein de la tour, mais aucune lumière n'aurait pu être plus sombre. Albion trembla. En quelques instants, des siècles de civilisation furent rasés et un peuple éradiqué. Quel était ce vœu ? Le dernier archon voulait-il réduire ce monde corrompu à néant pour en construire un nouveau plus pur ? Lorsque débute notre histoire, la flèche a été oubliée par les habitants d'Albion depuis fort longtemps, n'étant mentionnée que dans de rares livres d'histoire. C'est alors que Lucien Fairfax, consumé par le chagrin et la folie après la perte de sa femme et de sa fille, commence des recherches sur l'ancien royaume. Il se cloître dans la bibliothèque du château de Fairfax, consacrant tout son temps à trouver une façon de transcender la mort, de ressusciter sa famille. Durant ses recherches, Lucien collabore avec le héros de la volonté, Garth, dont les immenses connaissances en artefacts anciens l'aident énormément. Puis, une nuit, elle lui apparaît, dans un vieux livre. Le dernier archon, le vœu, la tour, puis le néant. Il avait enfin trouvé la clé de peut-être un jour revoir leur sourire. Cette découverte marqua, pour Lucien Fairfax, le début d'un travail fastidieux et les premières marches d'une descente vers les ténèbres. Pendant une semaine, à bord d'une frégate, Lucien et Garth recherchent les restes de la flèche brisée. Un jour, ils découvrent enfin les vestiges déchiquetés de la structure sous l'océan. Sa reconstruction est immédiatement ordonnée. Mais rien n'est assez rapide pour Lucien. Il craint d'exhaler son dernier souffle avant de voir l'achèvement de son œuvre. Il n'est plus tout jeune. La morale est ainsi mise de côté. Le philanthrope se transforme en tyran. Les ouvriers deviennent des esclaves, forcés de travailler nuit et jour le matériau noir étrange de la flèche, similaire à l'obsidienne. On croirait sentir le battement de cœur de ceux qu'elle a auparavant réduits à néant. L'ambiance y est lugubre. Nombreux sont ceux qui y laissent leur vie. Des révoltes ont lieu, mais elles sont aussitôt matées avec violence. Pour maintenir l'ordre, des brutes ayant survécu à la reine de Westcliff sont recrutées en tant que gardes de la tour. Leur obéissance est assurée par des colliers spéciaux attachés à leur cou. Un jour, à force de vivre sur la flèche, Lucien se réveille en ressentant la volonté pour la première fois. Il est enivré par ce nouveau pouvoir et cela renforce sa détermination. Mais il commence à faire des rêves étranges dans lesquels il aperçoit un autre visage que celui de sa fille, une femme aveugle. Mes chères Helena et Amelia m'apparaissent encore à chaque fois que je ferme les yeux. Mais cette nuit, mes rêves étaient différents de ceux qui me hantaient jusque-là. J'ai vu une femme aveugle, encapuchonnée, et d'autres silhouettes sombres et émaciées. Mais l'aube a déjà dissipé la signification de ces rêves. Est-ce le seul avantage de mes nouveaux pouvoirs? Des visions cryptiques et des énigmes prophétiques? Je préférerais une bonne nuit de repos. Lucien découvrit ensuite qu'il lui était impossible d'utiliser la tour sans la présence de 3 héros spécifiques. Un possédant la force, un autre la volonté et un troisième l'adresse. Parallèlement, il créa des soldats expérimentaux en insérant de petits fragments de la tour dans leur corps. Ces soldats, dotés d'énormes pouvoirs de volonté, devinrent des commandants impitoyables dans son armée.
Horrifié par ces expériences, Garth retourna à la tour de Brightwood avant que Lucien ne puisse l'emprisonner. La construction de la flèche se poursuivait, mais Lucien avait un nouvel objectif. Il ordonna à ses soldats de parcourir Albion à la recherche des 3 héros. Lorsqu'il apprit que des enfants de Bowerstone avaient acheté et réussi à utiliser un artefact de l'ancien royaume, il les fit emmener au château. Cependant, après une série de tests, il découvrit qu'il ne faisait pas partie des 3 qu'il recherchait. Il réalisa que l'un d'eux était destiné à l'empêcher d'utiliser la flèche. L'un d'eux était le 4e héros. Vous savez ce qui se passa ensuite. Lucien, comme notre héros, recherchait donc les 3 héros. Voyons désormais comment se déroula cette partie de la fable. Celui qui allait devenir le héros de Bowerstone se rendit au temple de la lumière du charmant village d'Oakfield. Ah oui, à Voice-Corps étant des dieux passés de mode depuis longtemps, ils furent remplacés par leur équivalent, les temples de la lumière et des ombres. Bref, dans tous les cas, c'est en aidant l'abbé de ce nouveau culte lumineux à réaliser un rituel sacré que le héros rencontra sa fille, sœur Anna, un sacré bout de femme. Près des roseaux. Cette dernière était moine et s'était jurée de ne jamais avoir recours à la violence. C'est pourquoi elle avait besoin du héros. Ils menèrent ensemble cette quête à bien, mais à leur retour, le temple avait été pris d'assaut par les hommes de Lucien. Le père d'Anna était pris en joue par un commandant de la flèche, mais conformément à son vœu, elle ne le défendit pas et ce dernier fut tué. Folle de rage, elle prit en main son immense marteau et écrasa le meurtrier de toutes ses forces. Le lendemain, lors des funérailles de son père, Anna se jura de se venger de Lucien. Elle n'était plus la moniale pacifiste du Temple de la Lumière. Elle était devenue Hammer, le héros de la force. Elle se joignit à Teresa et au héros dans leur quête pour défaire Lucien. Le héros de la volonté, Garth, avait déjà croisé la route de notre héros. Cette nuit fatidique au château de Fairfax, il y avait maintenant 10 ans. Il s'agissait du soir où la collaboration entre Garth et Lucien prit fin, violemment. Depuis, le puissant magicien s'était réfugié dans la mystique tour de Brightwood. Mais en se rendant sur place, le héros constata que les hommes de Lucien avaient déjà mis le lieu à feu et à sang. Il fut difficile pour le héros de se frayer un chemin jusqu'à son sommet. Lorsqu'il trouva Garth, ce dernier était nez à nez avec le commandant de la flèche. Une immondice dont les pouvoirs furent créés de toutes pièces par Lucien. Mais ce ne fut pas tout. Il était accompagné d'une arme de l'ancien royaume d'une puissance extraordinaire, un astre. Garth resta impuissant face à ses 2 adversaires et se fit capturer. Il était désormais entre les mains de Lucien, sur la flèche brisée, mais cette fois-ci en tant que prisonnier. La flèche. Il fallait nous y rendre pour sauver Garth. Mais comment faire ? Personne n'y était jamais allé, ou du moins, personne n'en était jamais revenu vivant. Teresa mit le héros sur la piste de l'ancien concierge du château de Fairfax, Jeeves, qui accepta de révéler l'emplacement du journal de Lucien en échange d'une belle somme d'argent. Après avoir vaincu un troll, le héros récupéra le journal crypté et le confia à Teresa qui était en mesure de le traduire. C'est ainsi que la joyeuse troupe apprit comment Lucien recrutait ses hommes à Westcliff et son arène en sélectionnant ses plus hardis vainqueurs. Le défi était de taille pour le héros. Accompagné de Hammer, il se rendit dans le taudis de mauvais augure qui était Westcliff et s'inscrivit à l'arène. Le héros combattit vaillamment contre toutes sortes d'ennemis pendant 8 manches. Hobbs, Valverine, Homme Creux, Bandits, Trolls, tous courbèrent l'échine face à la puissance du héros dont la victoire lui valut le titre de Cœur de Lion. Il possédait dorénavant une grande renommée, mais là n'était pas son objectif. Trônant l'océan, la flèche l'attendait. Personne ne pouvait l'accompagner, pas même son fidèle compagnon. Nul ne savait ce qu'il y trouverait et s'il reviendrait un jour. Il fit ses adieux à Hammer et embarqua sur le navire qui allait le mener, tout droit, dans la gueule du loup.
Dès ses premiers pas sur la flèche, le héros ressentit comme des battements lugubres et froids à travers tout son corps, tout son être. Il comprit bien vite qu'ici, ce son perpétuel, ces cris du cœur, ne s'arrêtaient jamais. En avançant vers la lumière, il rencontra une autre recrue si enthousiaste qu'elle en devenait agaçante, Bob. Il ne cessait de parler de sa bien-aimée. Visiblement, il était piqué par l'amour qui lui donnait des ailes. Lyle et moi, on est unis pour la vie. Mais bientôt, une figure sinistre se dressa devant le héros, Lucien. Le monde derrière ces merveilleux murs est corrompu et totalement pourri. Aussi longtemps que vos cœurs continueront de battre, je vous demande une seule chose, m'obéir. Maintenant, dormez. Le héros se réveilla avec le crâne rasé, dépossédé de tout, en vêtements de garde et surtout avec un collier d'obéissance autour du cou. Chaque jour, il lui accomplirent des tâches plus inhumaines les unes que les autres. Chaque jour, il se faisait torturer par le commandant de la flèche. Il voulait détruire sa volonté. Le héros feignait la soumission, mais son esprit tenait bon. Un jour, en passant devant les prisonniers, il aperçut Garth dans une cellule. Ce dernier le reconnut aussitôt et le pria de faire preuve de patience. Leur pouvoir n'avait aucun effet ici. Alors le héros continua ses besognes, accompagné de Bob, qui parlait toujours avec autant d'entrain de sa bien-aimée. Si Lyle me voyait, elle a toujours eu un faible pour les gars en uniforme. Les jours passèrent, les semaines, les mois. Sois patient, le temps importe peu ici, répétait Garth. En effet, tout semblait en suspens, sauf les battements de la tour, toujours présents, incessants, chaque seconde. Bob se plaignit d'avoir dû torturer un pauvre bougre à qui la famille manquait. Il se réjouit de ne pas avoir de famille. Qu'en était-il de sa bien-aimée ? Semaine 137. Le commandant convoqua le héros. Il lui désigna le garde 268, Bob. Ce dernier gisait au sol et murmurait des ordres mécaniquement. Mon travail, ma peine, 268 contribueront à la transformation d'Albion. Son esprit était brisé. Le commandant tendit son épée au héros et lui ordonna de l'exécuter. Obéit-il ? Résista-t-il ? Impossible de se souvenir de ce qu'il se passa par la suite, tant le traumatisme fut grand dans le cœur du héros. Mais une chose demeure certaine, il ne revit plus jamais son compagnon d'infortune. Les tâches pénibles paraissaient sans fin. Une éternité s'écoula dans la flèche. Chaque jour, les grands murs noirs s'élevaient, assombrissant chaque nouvelle aube et noircissant chaque action ayant lieu dans ces murs. Au fil des ans, la tâche semblait de moins en moins réalisable. Lucien demeurait derrière la lumière blanche, Garth restait caché, et d'autres tels le commandant apparaissaient tous aussi puissants que Lucien. Petit à petit, toute idée de liberté du monde extérieur s'évanouit. Bien des années plus tard, l'officier 273 fut convoqué dans le bureau du commandant. Le garde en charge des travaux du nouvel étage supérieur avait disparu. Il incomba au héros de le retrouver puis de le torturer. Après avoir traversé nombre de couloirs dédaléens de la flèche, le héros tomba nez à nez avec Garth. Ce dernier utilisa le peu de volonté qu'il lui restait pour détruire le collier de soumission du héros. Le moment était enfin venu, mais son pouvoir et uniquement équipé d'une arme médiocre, s'enfuir de la flèche paraissait impossible. Les hordes de gardes s'enchaînaient encore et encore, mais le héros tenait bon tant bien que mal, jusqu'à la rencontre fatidique avec le commandant. Le héros attendait cet affrontement depuis si longtemps. Le combat fut extrêmement rude. Le héros en sortit vainqueur, mais très affaibli. Heureusement, la volonté perdue du commandant permit à Garth de retrouver la pleine possession de ses pouvoirs. Ensemble, ils se frayèrent un chemin jusqu'au dock et après avoir vaincu d'innombrables gardes, ils s'enfuirent de la flèche. Lorsque le héros remit les pieds sur le continent, 10 années s'étaient écoulées. Il fut chaleureusement accueilli par Teresa et son fidèle compagnon canin. Le héros retrouva sa famille. Ses enfants avaient bien grandi. C'est toi, ma maman? Il sut où chercher Hammer, dans une taverne, et l'y trouva effectivement. Bon sang de bonsoir. C'est vraiment toi? Espèce de vieille bique!
En 10 ans, Albion avait changé. Le héros prit le temps de se remettre en admirant ses somptueux paysages, entouré de ses proches. Teresa convainquit Garth de se joindre à la quête du héros. Dans la salle du destin, Hammer partagea les informations qu'elle avait recueillies ces dernières années sur un individu sans foi ni loi, un pirate aux capacités exceptionnelles qui pourrait être le 3e héros, le héros de l'adresse. Tous se mirent en quête de le trouver. Le malandrin résidait à Bloodstone, une ville peu recommandable bornée par les Marégor. Le meilleur moyen de s'y rendre était la téléportation. C'est pourquoi les héros se rendirent chez Garth à la tour de Whitewood où il possédait une porte de culisse capable de cet exploit. Mais après leur évasion de la flèche, les gardes de Lucien étaient partout et prêts à les accueillir. Le héros et Hammer durent protéger Garth pendant qu'il activait la porte, puis ils la traversèrent dans l'urgence. Le héros se retrouva téléporté, seul, au beau milieu des Marégor. Un sombre individu le recueillit dans une cage, mais heureusement, son chien était là pour l'en faire sortir. Le héros traversa cette lugubre contrée, affronta des fantômes et toutes sortes de monstres avant d'arriver à Bloodstone. Il se rendit dans la plus grande et luxueuse maison, celle de River. Le pirate fortuné connaissait déjà beaucoup de choses sur le héros et il devina la raison de sa venue. Il l'embobina en lui confiant d'abord une, je cite, « petite commission de rien du tout » en promettant de l'aider par la suite. Mais la quête était en réalité très périlleuse et les desseins de River bien plus sombres. Car celui que l'on surnommait le roi des pirates était en réalité immortel. Lors de sa rencontre avec le héros de Bowerstone, River avait déjà plus de 200 ans. Originaire d'Oakval, le village du héros de la première fable, River avait jadis passé un pacte avec le juge de la cour des ombres. En échange d'un sacrifice annuel, River conserverait la beauté de sa jeunesse éternellement. Mais le premier sacrifice devait être le plus important. L'ensemble des habitants d'Oakval fut alors sacrifié et le pittoresque village réduit à néant. En apportant le sceau noir de River à la cour des ombres, comme il le lui avait demandé, le héros se livrait sans le savoir en tant que sacrifice. Dès l'entrée, des pleurs se faisaient ouïr. C'était une jeune fille destinée à être sacrifiée, mais la cour des ombres ne requérait qu'une seule jeunesse. Lui ou la fille? Le choix revint au héros. En réalité, l'objectif de River était d'affaiblir le héros afin de le livrer à Lucien contre de l'argent. Mais rien ne se déroula comme il l'avait imaginé. Lorsque le héros revint au manoir, Lucien attaquait Bloodstone. Ok, qu'est-ce que je disais? River, la ville est attaquée! Il cherchait à capturer River, le héros de l'adresse. Ce dernier fit donc dans l'urgence une alliance temporaire avec le héros afin de parvenir à s'échapper de la ville. Ils empruntèrent un tunnel secret sous le manoir et durent affronter une horde de sbires de la Flèche. Après avoir rejoint Garth et Hammer, qui les attendaient sur une plage, les 4 héros se firent attaquer par un astre géant qu'ils vainquirent. À la suite de cette victoire, River voulut prendre la poudre d'escampette, mais il réalisa bien vite, grâce à Teresa, que si Lucien parvenait à contrôler tous les habitants d'Albion, il ne serait plus en mesure de faire des sacrifices et de rester éternellement jeune. Il n'en fallut pas plus pour convaincre le voleur de se joindre aux héros. Dorénavant au complet, ils se rendirent au cercle des héros afin d'accomplir le rituel qui invoquerait la relique, une arme nécessaire pour vaincre Lucien. Au sommet de la colline des héros, non loin des vestiges de la guilde, le trio se mit en cercle autour du héros. Aidés de Teresa, ils entamèrent le rituel. Une froide lumière rayonna, puis l'obscurité. Seul le 4e héros était entouré d'une aura. Il s'interrogeait sur la suite du processus lorsque Hammer remarqua que Teresa avait disparu. Attendez, où est Teresa? Soudain, des astres apparurent dans le crépitement d'éclairs. C'était Lucien. Vous avez assez de force pour bâtir un nouveau monde, mais vous la gâchez pour sauver l'ancien monde. Si son souhait était initialement de transcender la mort pour ramener sa famille à la vie, Lucien désirait dorénavant réduire à néant ce monde, afin d'en refaçonner un nouveau, exempt de chaos. La flèche était enfin achevée. Il captura les 3 héros, puis tira sur le 4e. Son chien fit bouclier. Il mourut sur le coup. Puis, avant d'en terminer, Lucien révéla au héros qu'il avait tué sa famille et ses enfants pour mettre fin à sa lignée. Le sang du dernier des héros coulera du haut de cette colline.
Le héros se réveilla, enfant, dans une charmante maison aux côtés de sa sœur Rose. Papa et maman sont sortis. Mais où étaient-ils? Tu ne leur as pas dit au revoir? Dans ce qu'il semblait être un rêve idyllique, le héros passa une agréable journée, bien qu'étrange, aux côtés de sa sœur. Le soir venu, en allant se coucher, il entendit une musique familière. Elle venait de l'extérieur. Le héros enfant se dirigea alors vers la musique qui l'attirait comme un chant de sirène, malgré les supplications de sa sœur qui l'incitaient à rester auprès d'elle. En passant la barrière de la ferme, le paysage se transforma peu à peu en vision cauchemardesque emplie de flammes et de désolation. Mais la musique devenait de plus en plus vive. Le héros arriva enfin à la source de la mélodie. C'était la boîte à musique, celle qu'ils avaient achetée au marchand il y a 20 années de cela, celle qui avait disparu après avoir entendu leurs vœux d'enfant. La boîte à musique était la relique. C'est en mettant la main dessus que le héros comprit. Grâce à des échos sonores, la boîte à musique lui fit revivre tout son parcours de vie, depuis la première fois qu'il l'avait utilisée dans les vieux quartiers de Bowerstone, jusqu'à l'ultime tir de Lucien qui succéda le rituel. Enfin, le héros entendit la voix de sa sœur Rose. Tu as réussi le test. En récompense, tu as gagné la possibilité d'affronter ton ennemi et les moyens de le vaincre. Prends la boîte et va le voir. Il fut ensuite recraché à la flèche brisée dans le monde réel. Lucien accomplissait le rituel en absorbant la puissance des 3 héros afin d'activer la tour et ainsi pouvoir prononcer son vœu. Le 4e héros utilisa alors la boîte à musique. Qu'est-ce que c'est? Elle dépouilla Lucien de ses nouveaux pouvoirs et il put enfin en venir à bout. Considère ça comme une victoire? Tu ne fais que retarder l'inévitable. Puis, Teresa réapparut soudainement au centre de la pièce. Elle expliqua au héros que la flèche était activée et que c'était désormais à lui, au héros de Bowerstone, de faire un vœu. C'est maintenant ton tour. Fais un vœu. Mais réfléchis bien, car il affectera l'Albion tout entier. Sacrifice, richesse ou amour. Quelle que soit la décision du héros, Teresa chassa toutes les autres personnes de la tour et la revendiqua comme sienne pour alimenter ses pouvoirs prophétiques. Mais la flèche est à moi. Va-t'en. Tout cela était-il son but depuis le début? Garth retourna chez lui, dans une lointaine contrée nommée Samarcande, tout comme River, même si leurs chemins restèrent séparés. Quant à Hammer, elle partit vers le nord en quête d'un peuple de moines guerriers. Et c'est ainsi que se termine notre fable. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires de quel autre jeu vous souhaiteriez que je vous conte l'histoire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça soutient énormément la chaîne et ça m'aide à grandir. C'était Erici, je vous dis à très bientôt pour parler jeux vidéo. See ya!